C'est l'époque des hypervitesses, plein de choses à faire et des retards parfois. Avance. Tu dois travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Craquer l'époque. Alors la semaine dernière, nous recevions le journaliste et économiste Romaric Gaudin pour discuter de son livre tout juste paru, Le problème à trois corps du capitalisme aux éditions La Découverte. Nous avons essayé de comprendre le diagnostic qu'il propose, celui d'un capitalisme entré dans une phase de tension profonde où se combine à la fois un ralentissement de l'accumulation, une crise écologique et une transformation de nos modes de vie. Dans ce premier épisode, nous avons surtout essayé de comprendre la dynamique interne du capitalisme et les contradictions auxquelles il se heurte aujourd'hui. Dans cette seconde partie, nous allons poursuivre la discussion et nous allons nous demander comment le capitalisme tente de se maintenir malgré ces contradictions, à travers la financiarisation, la montée des logiques de rente, le rôle croissant de l'État et les nouvelles formes de pouvoir économique. Et nous l'aborderons aussi la question la plus délicate et la plus nécessaire. Et si le capitalisme ne disparaît pas de lui-même, comment penser concrètement les possibilités de s'en sortir? Romaric Gaudin, bonjour. Bonjour. Alors merci de poursuivre cette conversation avec nous. Alors la semaine dernière, on a parlé de ce ralentissement de la croissance et des difficultés du capitalisme à maintenir son rythme d'accumulation. Et vous montrez que face à ces limites, le capitalisme ne disparaît évidemment pas, il se transforme. Et l'une des transformations majeures selon vous, c'est la place de plus en plus centrale prise par la rente. Alors est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est que la rente et pourquoi cette logique est devenue aujourd'hui une stratégie qui est privilégiée par le capitalisme contemporain? Alors la rente, ça a une longue histoire, il y a plusieurs formes de définition, mais celle qui me semble correspondre au phénomène qui se passe en ce moment, c'est une façon en quelque sorte d'échapper au marché, c'est-à-dire d'échapper à la concurrence, c'est-à-dire d'échapper en fait aux forces contradictoires qui font pression sur la rentabilité. C'est de pouvoir en fait disposer d'un marché captif, de préférence en ayant d'ailleurs des ressources qui sont aussi captives, et de pouvoir en quelque sorte imposer et son prix et son niveau de rentabilité à ce marché qui est captif et qui ne peut pas décemment quitter en fait l'offre que vous proposez. C'est une forme de monopole qui n'en est pas tout à fait une. C'est-à-dire qu'on peut avoir, et on le voit par exemple dans la rente technologique, une forme de pseudo-concurrence où on va avoir plusieurs propositions, mais où néanmoins, en fait, il est impossible, une fois qu'on a fait un choix, il est impossible quasiment d'en sortir. C'est-à-dire que une fois que vous êtes chez Apple, c'est difficile de passer à l'autre, et de toute façon l'autre c'est aussi une rente, donc c'est difficile en fait de revenir ensuite à Apple. Et puis pareil, par exemple pour des choses comme Netflix, vous pouvez en avoir plusieurs, mais c'est difficile en fait de vous priver, une fois que vous êtes rentré dedans, de vous priver de l'offre en question. Donc c'est vraiment cette idée de marché captif. Alors là on parle de la rente technologique qui est la plus évidente, qu'on connaît à peu près tous. Il y a eu évidemment toutes ces discussions autour du techno-féodalisme de Yanis Varoufakis et Cédric Durand, qui dit ça en fait. Eux ils disent ça change de mode de production. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, mais en fait, c'est un phénomène qui est beaucoup plus répandu, qui touche également la finance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système de la finance privée, en fait, va se saisir de quasi services publics. Typiquement, quelque chose de très concret, ce sont les EHPAD. C'est-à-dire, c'est les endroits où sont les personnes âgées. En fait, vous comprenez bien qu'une fois que vous mettez quelqu'un dans un EHPAD, c'est difficile de les sortir. Et puis, une fois que la personne est dans l'EHPAD, elle paye. Et puis voilà. Et donc, il y a cette espèce de flux de liquidité permanent qui arrive avec un niveau de rentabilité qui est fixé souvent à l'avance et qui permet, en fait, de maintenir des taux de profit extrêmement élevés dans le cadre d'une société globale où le taux de profit a plutôt tendance à baisser. Donc on voit bien que en fait on a une distinction entre les secteurs où la rente est possible, qui sont souvent d'ailleurs les secteurs où dans les années 2022-2023 il y a eu des hausses de prix parce que précisément les marchés sont captifs, donc on en a profité pour augmenter les prix. Et puis les secteurs très concurrentiels, souvent c'est les secteurs où sont les PME par exemple, ce genre de choses, où là pour le coup les niveaux de rentabilité sont très faibles et la viabilité des entreprises est également plus difficile. Si je prends un exemple comme une entreprise comme Uber par exemple, est-ce qu'on peut dire que ça fait partie d'une économie de la rente au sens où à la fois en fait
fait, en termes de production de valeur, Uber n'a rien, quoi. Enfin, n'a pas simplement un dispositif de mise en coordination des chauffeurs et des clients. Est-ce que ça participe à cela? Oui, parce que en fait, c'est typique de la rente technologique, c'est-à-dire que vous mettez une solution technologique en fait au service d'un marché en quelque sorte. Et cette solution devient quasi incontournable. C'est-à-dire que en fait, vous avez à la fois le fait que c'est plus pratique pour les livreurs ou pour les VTC de passer par cette solution parce qu'ils ont accès directement aux clients, alors que s'ils devaient le chercher par eux-mêmes, en fait, ce serait extrêmement compliqué. Et du point de vue du client, en fait, souvent vous avez au début des prix un peu bas pour pouvoir vous faire rentrer et vous rendre dépendant. Et au bout d'un moment, en fait, vous devenez complètement dépendant à cette chose-là. C'est une solution technologique qui vous permet de l'avoir en permanence. Donc, c'est plus pratique que avant. Il fallait trouver un taxi dans la rue, il n'y en avait pas, voilà, etc. Donc, vous avez ce côté pratique. Et donc, ce côté pratique fait que on vous crée un besoin. Ce besoin, il n'est satisfait que par cette solution technologique. Et ce besoin, en fait, c'est celui à la fois du consommateur et celui des entrepreneurs ou des transporteurs ou des livreurs qui sont les clients de cette plateforme. Donc, vous organisez vous-même le marché et vous prenez effectivement une commission à chaque transaction. Comme, en fait, vous avez créé les conditions de la dépendance et que, par ailleurs, vous avez un système où, en fait, les données de ceux qui participent à ce système-là, en fait, alimente lui-même ce système. Donc, en fait, la matière première de cette solution technologique, ça va être les données des utilisateurs. Donc, vous allez faire un truc un peu plus sur mesure pour pouvoir répondre mieux, en théorie en tout cas, aux besoins. Et donc, en fait, ça répond pas forcément mieux, mais par contre, ça vous rend dépendant parce que, en fait, voilà, vous avez vos données font partie en fait de la production. Et donc, à partir de ce moment-là, vous tenez totalement le marché et vous prenez la commission que vous voulez. Et c'est un flux vous créez une sorte de quasi-monopole sur lequel vous prenez en fait un flux de liquidité permanent. Alors, dans cette transformation du capitalisme, vous montrez que l'État va jouer un rôle absolument central. Comment on peut résumer cet interventionnisme très fort de l'État? Alors, l'État, il a joué, là encore, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que on parlait la semaine dernière des contre-tendances qui viennent compenser la baisse tendancielle du taux de profit ou la pression qu'il y a, si on veut pas accepter cette baisse tendancielle, la pression qu'il y a sur la production de valeur. En fait, on a, depuis les années 70, on n'a plus vraiment de solution du point de vue du capital pour véritablement avoir cette espèce de décollage qu'il y a eu, que ce soit au tout début du capitalisme, fin 19e, début 20e ou après la Seconde Guerre mondiale. Donc, on cherche à mobiliser d'autres contre-tendances. Il y a eu la mondialisation, la financiarisation, les fameuses réformes néolibérales pour rendre le travail moins cher. Et tout ça, en fait, s'épuise progressivement. La crise de 2008 est un des signes de cet épuisement. Mais pas seulement. La baisse, en fait, de la tendance de la croissance depuis cette époque-là est assez frappante. Et donc, le dernier recours, en quelque sorte, c'est l'État. Et l'État, lui, il vient en appui de plusieurs façons, parfois différents selon les pays. Mais il vient d'abord en soutenant directement le taux de profit, soit par des subventions, mais plus souvent par des baisses d'impôts. En France, par exemple, les baisses d'impôts sur les entreprises depuis une vingtaine d'années, c'est absolument gigantesque. Et ça a d'ailleurs été en partie une des raisons pour lesquelles la baisse des impôts sur les ménages a été impossible. Et c'est aussi une raison pour laquelle le déficit en France est si important. Mais ça peut être aussi de mettre à disposition du capital de nouveaux marchés par des privatisations, par des partenariats publics-privés, par des phénomènes que l'on appelle des phénomènes de de-risking, où en fait l'État prend à sa charge tous les risques et le privé prend à sa charge tout le profit. Toutes ces choses-là, en fait, se mettent en place progressivement depuis une dizaine d'années et sont maintenant bien établies. C'est vraiment un des modes de fonctionnement aujourd'hui du capitalisme. C'est le fait que le capital privé est très fortement soutenu aujourd'hui par l'État. Alors, ça peut prendre des formes extrêmement différentes, comme je l'ai dit. En Chine, c'est une planification un peu à l'ancienne avec évidemment des objectifs qui sont donnés et l'État qui met des investissements pour pouvoir développer la recherche, le développement dans des industries de pointe pour pouvoir en fait ensuite transférer les profits au secteur privé. Ou
ça peut être, comme aux États-Unis aujourd'hui, une prise de contrôle du capital par l'État, directe en fait, une forme de chose où, à travers Donald Trump, en quelque sorte, on a le capital, souvent d'ailleurs de la rente technologique, qui décide de l'utilisation des moyens de l'État. Et puis il y a un dernier élément sur lequel je voudrais quand même dire un mot, qui est celui de la discipline. C'est-à-dire que un des points centraux de la crise du capitalisme, c'est le fait que les gains de productivité sont de plus en plus faibles. Si les gains de productivité sont de plus en plus faibles, ça veut dire que la production de valeur, elle passe forcément, parler comme Marx, de la valeur relative à la valeur absolue. C'est-à-dire qu'on est obligé en fait de produire de la valeur en augmentant soit le temps de travail sur l'ensemble de la vie, soit le temps de travail sur l'ensemble de la journée, soit en baissant les salaires réels. Donc effectivement, ça touche directement le mode de vie des gens et il faut les discipliner. Et donc en fait, l'État est là évidemment pour les discipliner. Et ça vous aura pas échappé que depuis une dizaine d'années, effectivement, il y a quand même un renforcement de la fonction répressive de l'État depuis qui s'est mis en place et qui correspond aussi à ce soutien de l'État vis-à-vis du capital. Il faut discipliner cette population directement ou indirectement via des débats politiques, via un climat idéologique, via des choses aussi, mais où l'État joue également son rôle. Ouais, une mise au pas de la société. Exactement. Et alors bon, il y a quelque temps, on parlait d'un tournant autoritaire du libéralisme. C'est aussi une façon en fait d'indiquer que derrière ça, il y a cette volonté. Alors c'est pas, l'État n'est pas que des risqueurs, c'est-à-dire n'accompagne pas simplement, ne socialise pas simplement les risques pris par les entreprises. C'est qu'il met au pas en fait la population. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on voit très clairement un renforcement de l'autoritarisme dans le cadre du capitalisme et qui, pour moi, en fait, correspond à un vrai divorce entre la tradition d'après-guerre, de cette démocratie capitaliste qui devait avoir gagné en 1989-1991 et qui, en fait, est de moins en moins supportable pour le capital parce que, évidemment, la démocratie, c'est pas seulement que les gens votent, etc. C'est aussi le respect des minorités, le respect des oppositions, des états de droit, le respect dans certains cas de la démocratie sociale, etc. Évidemment, tout ça est devenu des entraves complets à l'accumulation dans cette logique de crise de l'accumulation. Donc, je dirais le niveau de tolérance du capitalisme vis-à-vis de la démocratie, parce qu'il faut réfléchir comme ça, en fait. La démocratie, elle n'a jamais été que tolérée par le capitalisme. Elle n'a jamais été, comme on a essayé de nous le faire croire, le centre du capitalisme. Le capitalisme est né bien en dehors de la démocratie. Il y a des capitalismes non démocratiques, y compris évidemment aujourd'hui, en Russie, en Chine, etc. Et de plus en plus, en fait, en Occident, la démocratie devient une entrave pour le capital. En gros, la démocratie était tout à fait acceptable à partir du moment qu'elle ne remettait pas en cause la logique de l'accumulation. C'est ce que j'essaye de résumer dans une phrase que j'aime bien. C'est un peu une coquetterie, mais je veux dire, c'est vraiment l'idée que la liberté des hommes dans le capitalisme s'arrête là où commence celle du capital. Donc c'est vraiment, on peut pas exiger en fait d'être dans une société démocratique si cette société démocratique est inacceptable du point de vue du capital. Alors vous utilisez beaucoup de termes beaucoup de formules assez frappantes pour qualifier la phase actuelle du capitalisme. Vous parlez d'un capitalisme de la fin du monde, un capitalisme d'urgence, un capitalisme même de malfrat. Et donc ici, ce qui se dessine aussi, et je crois que l'actualité est en train de nous le montrer absolument tous les jours, c'est un capitalisme aussi de plus en plus géoéconomique, où les États sont en réalité en concurrence pour contrôler les ressources et les marchés. Un capitalisme aussi, bien sûr, technologique et, comme on vient de l'évoquer, autoritaire. Est-ce que, selon vous, en fait, c'est bien cela, l'horizon du capitalisme? Est-ce que ça nous permet de lire peut-être un certain nombre d'événements géopolitiques qui sont en train de se passer aujourd'hui, enfin, qui nous hallucinent un peu tous les uns les autres? Oui, alors, l'idée que le concept que j'essaye de mettre un peu en avant, c'est celui de capitalisme d'état d'urgence. C'est-à-dire que, effectivement, confronté à cette baisse continuelle de la capacité qu'il a à produire de la valeur, le capitalisme se met en quelque sorte en mode urgence, quoi. Il faut absolument trouver des moyens pour garantir la poursuite de cette accumulation. Évidemment, l'État, on l'a dit, prend une importance considérable dans ce phénomène-là. Et une des fonctions de l'État, c'est de garantir à son capital les possibilités d'avoir des accès aux ressources et au marché. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on voit une forme de... Alors,
pas de renationalisation des capitalismes après la phase de mondialisation néolibérale, mais des régionalisations. Et ces régionalisations se font autour de grandes puissances capitalistes, les États-Unis et la Chine étant les principales, mais en réalité, il y a entre les deux tout un tas de puissances moyennes qui essayent de tirer de jouer leur propre partition. Ces grandes puissances capitalistes, elles essayent de créer en fait des zones d'influence où elles trouvent une sorte de compromis entre le fait que les chaînes de valeur aujourd'hui sont mondialisées et que donc on peut pas revenir en réalité à des capitalismes nationaux comme c'était le cas, quasiment le cas, ça a jamais été vraiment le cas, mais comme ça a été le cas auparavant, donc trouver un compromis entre ces chaînes de valeur qui sont mondialisées et la nécessité de concentrer le taux de profit sur le capitalisme national en question. Et donc le point de compromis entre ces deux exigences-là, c'est de se créer en fait des zones d'influence, des zones d'influence politiquement sûres et économiquement rentables. Donc ça entraîne en fait des volontés de vassalisation. Et en fait, de ce point de vue-là, la politique de Trump, elle est totalement logique en réalité. Ce qu'il veut, c'est créer en fait un hinterland qui s'appelle le continent américain, qui lui serait totalement dévoué aux grands secteurs de l'économie états-unienne, et puis ensuite de pouvoir se projeter dans un conflit avec une autre grande puissance mondiale qui, de son côté, fait un peu la même chose sous d'autres formes, plus économiques, plus, on va dire, moins spectaculaires en tout cas, voilà, qui est la Chine. Et donc c'est ça qu'on est en train de, c'est vraiment tout le débat autour des droits de douane qui a émaillé 2025. En fait, les droits de douane, on le voyait bien, c'est une façon pour Trump d'obtenir des vassalisations. Le cas de l'Inde récemment est absolument frappant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Inde, qui est le pays le plus peuplé du monde, la 4e économie du monde, doit demander l'autorisation à Washington d'importer de façon exceptionnelle du pétrole russe pour satisfaire en fait ses besoins de pétrole dans le cadre de la guerre en Iran. Donc il y a quelque chose qui est un peu incroyable, mais qui correspond réellement à cette logique et qui par ailleurs, juste pour terminer là-dessus, est aussi une logique de rente. Ce qui est en train de se créer en fait, Donald Trump, c'est de se créer une rente géopolitique en quelque sorte, c'est-à-dire de s'assurer effectivement qu'il aura toujours accès à des ressources et toujours accès à des marchés. Et les pressions qu'il y a sur l'Europe, ça rentre évidemment dans cette logique-là. Et évidemment, dans ce régime de vassalisation, il y a l'accès sécurisé et privilégié à certaines ressources. Et on en arrive justement au deuxième corps de la crise, c'est la crise écologique. Alors, on a l'habitude de parler de l'ère anthropocène, c'est-à-dire une époque où l'activité humaine serait devenue la principale force de transformation de la planète. Et vous choisissez un terme plus judicieux. Vous dites, en fait, c'est plutôt, il serait plus juste de parler de capitalocène. C'est-à-dire que finalement, au fond, c'est pas tant l'humanité en général le problème que le mode d'organisation très particulier des sociétés. Pourquoi il est important de parler beaucoup plus de capitalocène plutôt que d'anthropocène ? Parce que en fait, l'humanité a existé avant le capital et qu'il n'y avait pas de crise écologique, tout bêtement. Il pouvait y avoir des crises écologiques ponctuelles liées à des surexploitations ponctuelles, régionales de la nature. Ça a toujours existé. Mais ça ne remettait pas en cause la viabilité de la planète. Là, en fait, ce qui est en cause, c'est la viabilité, c'est-à-dire la capacité qu'ont les hommes à vivre dans l'environnement planétaire. Lorsqu'on parle de limites planétaire dépassé, c'est ça que ça veut dire. Et là, on en est à 6 sur 9. Donc, le point de départ de ce dépassement, quand on le regarde historiquement, c'est ce que, d'ailleurs, même les gens du GIEC disent, c'est l'ère industrielle, pour ne pas dire l'ère capitaliste, tout bêtement. Mais en fait, l'ère industrielle, ça veut rien dire. C'est en fait le moment, le décollage industriel, il est le fruit lui-même de ce saut anthropologique dont j'ai parlé la semaine dernière et qui donne naissance au capitalisme. Et si on suit ce que dit Jérôme Bachet, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les industries de l'époque de la Renaissance du XVIIe siècle étaient arrivées à un point où ils ne pouvaient plus se déplacer, où ils ne pouvaient plus se développer, sauf à réaliser ce saut dans le capitalisme. Et c'est ce saut dans le capitalisme qui est venu rompre le métabolisme, c'est-à-dire la capacité que les hommes et la nature ont à échanger en fait entre eux, et qui fait que les hommes peuvent vivre évidemment de l'exploitation de la nature, ça a toujours été le cas et c'est logique, c'est comme ça que fonctionnent les choses, mais que en retour les hommes ne mettaient pas en cause la possibilité à cet environnement d'exister. Donc cette rupture-là, elle est arrivée dans les années 1850, c'est-à-dire au moment du décollage du capitalisme. Donc évidemment, la crise écologique est une crise du capitalisme, c'est le produit du capitalisme. Donc et
d'ailleurs, encore une fois, quand on dit l'augmentation de 2 degrés ou 1,5 degré ou 4 degrés, c'est par rapport à l'ère pré-industrielle, donc à l'ère précédente du capitalisme. Alors, le capitalisme a quand même ses solutions. Si vous voulez un contrat de recherche, c'est très facile d'avoir beaucoup d'argent, de subventions, dès lors que vous parlez de transition écologique. Alors évidemment, c'est un mot qui vous pose problème, ça, la transition écologique. Oui, l'avantage, c'est qu'effectivement, le capitalisme a toujours une solution, mais il n'a pas une solution, comme je l'ai dit aussi la semaine dernière. C'est-à-dire que le capitalisme, lui, le capital, puisque voilà, sa solution, elle consiste à trouver une réponse qui va lui permettre d'accumuler du capital, d'augmenter le taux de profit. Donc, c'est pas une réponse qui est faite pour régler en réalité la crise écologique. C'est fait pour avoir l'impression de régler la crise écologique en augmentant le taux de profit. Et ça, on le voit bien, c'est la façon dont se gère cette question de la transition, c'est en fait avec une obsession sur les émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est que une partie de la crise écologique. L'immense problème écologique aujourd'hui, c'est celui de la biodiversité, ça va être celui de la viabilité des océans, ça va être celui de la bétonisation. Voilà, toutes ces questions-là. Et ça, en fait, la transition écologique, elle augmente les problèmes de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la transition écologique, elle se fait par une forme de développement technologique. Évidemment, les nouvelles technologies vertes, etc. Mais ça consomme des ressources. Et ça consomme des ressources qu'il faut aller chercher, qu'il faut creuser, qu'il faut détruire des écosystèmes. Et donc, en fait, ça ne règle pas du tout le problème des crises écologiques. Et par ailleurs, ça ne règle même pas le problème que ça veut régler, puisque au bout d'un moment, en fait, il faut toujours réaliser l'accumulation. Donc, il faut toujours aller beaucoup plus loin. Et donc, il faut produire toujours plus. Et donc, au bout d'un moment, vous avez un problème, en ce qui concerne les énergies renouvelables, de place. C'est-à-dire, où est-ce que vous allez mettre toutes ces choses, c'est tout qui servent à produire. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'États capitalistes aujourd'hui proposent le nucléaire, puisque maintenant il y a l'idée de faire des mini réacteurs, voilà, etc. Donc évidemment, mais bon, tout ça provoque par ailleurs, au-delà du risque lié au nucléaire, c'est de la bétonisation, c'est de l'utilisation de l'eau, et tout ça en fait contribue à aggraver cette rupture du métabolisme. Et donc, en fait, on ne peut pas imaginer à l'intérieur du capitalisme quelque chose qui puisse revenir à une forme d'équilibre entre l'homme et la nature. Et c'est en fait cet équilibre entre l'homme et la nature qui fait qu'on n'est pas en crise écologique. Troisième corps, la crise anthropologique, c'est-à-dire une crise qui touche notre rapport au monde, à nos besoins et à nos désirs. On en a déjà un peu parlé la semaine dernière avec l'exemple de la voiture. Alors vous mobilisez une scène de Shakespeare où un personnage déchu dénonce la puissance de l'or et pose une question très simple. Pourquoi manque-t-on toujours ? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire-là et notamment l'histoire avec les brigands ? Oui, alors c'est Timon d'Athènes. C'est une pièce qui est pas très connue de Shakespeare, mais qui est assez remarquable, qui est pas facile parce que les traductions sont parfois un peu complexes. C'est une langue très très difficile, mais c'est une histoire assez incroyable. C'est en fait un riche Athénien qui perd sa fortune et se retire en fait à la campagne et il rencontre à un moment effectivement des brigands qui viennent lui demander son or et donc il leur dit mais pourquoi voulez-vous de l'or ? Et donc il dit on veut de l'or parce que on manque de quelque chose, on est dans le manque, on a des besoins. Timon leur dit voilà, autour de vous avez de l'eau, de la nourriture, de quoi vous loger, de quel manque de quoi manquez-vous ? Et donc le brigand lui répond en fait on veut pas vivre comme des animaux, on veut vivre comme des hommes et donc on veut avoir accès à tous les biens et les services, pour parler on va dire de façon plus contemporaine, tous les biens et les services qui nous sont proposés avec de l'or. Et la réponse de Timon est formidable puisqu'il leur dit en fait ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, ce sont des hommes, c'est de la vie des hommes en fait. Et ce que vous consommez, c'est la vie des hommes. Et j'ai trouvé que cet exemple était extrêmement frappant parce que en fait, c'est vraiment cette idée que le capitalisme, alors c'est, vous voyez, la clairvoyance de Shakespeare qui a écrit avant même l'existence du capitalisme en tant que système monde, on pourrait dire. Mais la clairvoyance de Shakespeare, c'est de dire, voilà, en fait, le capitalisme crée des besoins et ce sont ces besoins qui en fait dévorent l'homme. Il dévore l'homme parce que l'homme est incapable en fait de définir ses propres besoins. Le besoin, et là on le voit bien avec les brigands, en fait le besoin est défini par l'or lui-même, c'est l'or qui permet en fait d'avoir ces besoins-là. Et c'est effectivement ce basculement qui fait que
l'homme n'est plus le maître de sa propre destinée parce qu'il n'est plus le maître en fait de la maîtrise de ses besoins. Alors on peut dire que la logique du capital produit une forme de falsification de la vie. Alors les objets, les infrastructures, l'organisation des villes, le travail, etc. Ça oriente nos existences et finalement on voit bien que la vie elle est colonisée par la vie de notre temps, la temporalité par exemple est colonisée par toutes sortes est assiégée par le capitalisme, que ce soit les réseaux sociaux par exemple et bien d'autres choses. Finalement, est-ce qu'on n'en est pas venu à un moment où on est tellement en fait, on entretient tellement un rapport d'étrangeté avec nous-mêmes puisque tout est colonisé, y compris le temps que j'ai même à moi-même, eh bien est-ce que ça serait un peu la raison pour laquelle finalement on n'arrive plus à réagir, c'est-à-dire qu'il y a une telle étrangeté entre nous, vis-à-vis de nous-mêmes que c'est exactement l'idée qui est centrale dans la société du spectacle de Debord. Hein. La réflexion de Debord, elle tourne beaucoup autour de la question du temps, qui est quelque chose de vraiment essentiel pour lui, et de la création en fait par le capital d'un temps qui vient coloniser, comme vous le dites, et remplir le temps de la vie. C'est, pour reprendre le terme qu'on a évoqué la dernière fois, hein, le non-vivant qui vient en fait remplir le temps de la vie et qui pousse la vie vers les marges en fait. Et effectivement, puisque cette vie disparaît progressivement, elle est de plus en plus, sa place est de plus en plus réduite, la réaction en fait de cette vie vis-à-vis du non-vivant, elle est de moins en moins possible. C'est-à-dire que en fait, le spectacle, c'est-à-dire le monde du non-vivant, le monde de la marchandise, occupe l'intégralité de la vie humaine. Et en occupant l'intégralité ou la quasi-intégralité de la vie humaine, eh bien, en fait, on finit par croire que le monde du spectacle est notre monde. Mais notre monde, il est en réalité ailleurs. Il est d'abord à construire et il est aussi en chacun de nous. Et c'est exactement ce que l'on vient de dire avec Timon d'Athènes. C'est-à-dire que l'homme se fait dévorer par cette colonisation de sa propre existence, c'est-à-dire de ce qu'il a en propre pendant la durée de sa vie, qui est ce temps précisément. Nous allons justement écouter un extrait du film de Guy Debord, Ingerium. Debord, il poursuit sa critique radicale de la société du spectacle, un monde où l'expérience va se dissoudre dans les images et où les individus finissent par contempler leur propre vie, évidemment, comme un spectacle. On écoute ce passage qui est très très éclairant. Et aux accomplissements de ce fameux système, on peut déjà connaître les capacités personnelles des exécutants qu'il a formés. Et en effet, ceux-ci se trompent sur tout et ne peuvent que déraisonner sur des mensonges. Ce sont des salariés pauvres qui se croient des propriétaires, des ignorants mystifiés qui se croient instruits et des morts qui croient voter. Comme le mode de production les a durement traités, de progrès en promotion, ils ont perdu le peu qu'ils avaient et gagné ce dont personne ne voulait. Ils collectionnent les misères et les humiliations de tous les systèmes d'exploitation du passé. Ils n'en ignorent que la révolte. Ils ressemblent beaucoup aux esclaves, parce qu'ils sont parqués en masse et à l'étroit dans de mauvaises bâtisses malsaines et lugubres. Mal nourris d'une alimentation polluée et sans goût, mal soignés dans leurs maladies toujours renouvelées, continuellement et mesquinement surveillés, entretenus dans l'analphabétisme modernisé et les superstitions spectaculaires qui correspondent aux intérêts de leurs maîtres. Ils sont transplantés loin de leur province ou de leur quartier, dans un paysage nouveau et hostile, suivant les convenances concentrationnaires de l'industrie présente. Ils ne sont que des chiffres dans des graphiques que dressent des imbéciles. Ils meurent par séries sur les routes, à chaque épidémie de grippe, à chaque vague de chaleur, à chaque erreur de ceux qui falsifient leurs aliments, à chaque innovation technique profitable aux multiples entrepreneurs d'un décor dont ils essuient les plâtres. Leurs éprouvantes conditions d'existence entraînent leur dégénérescence physique, intellectuelle, mentale. Alors, quelques mots, en quelques secondes, parce qu'il faut qu'on ait notre dernière séquence sur la sortie du capitalisme quand même. Oui, alors pour moi, ça entre aussi dans ce domaine-là, parce que à la fois, en fait, le Ingerium pour Debord, c'est précisément
un texte qui est assez violent. La première partie de In Jerum, c'est un texte qui se dirige contre ce qu'il appelle le spectateur du cinéma, qui sont en fait pour lui les gens qui travaillent dans les services, qui à l'époque sont évidemment en plein essor, qui maintenant représentent évidemment la quasi-totalité de l'économie, et qui pour lui sont un peu l'essence même des gens qui subissent, qui acceptent en quelque sorte le spectacle. Et donc il va décrire vraiment avec une grande violence les effets du spectacle sur cette catégorie. Et aussi je trouve cette violence, elle dit quelque chose de la façon dont on doit aussi se regarder soi-même de façon critique. Et c'est pour ça que je trouve que ce texte est extraordinaire, y compris parce qu'il décrit des choses très justes, mais aussi parce que sa violence nous dit que pour sortir du piège du spectacle, il faut avoir à un moment cette clairvoyance, et que cette clairvoyance passe parfois par des choses qui sont pas très agréables, y compris pour nous, mais que effectivement la question de l'aliénation, qui est une question centrale, à laquelle en fait ceux qui prétendent vouloir réfléchir au dépassement du capitalisme sont obligés de se confronter. La question de l'aliénation, elle passe, comme le dit Lukács, par une double lutte de classe. La première, c'est la lutte contre la bourgeoisie qui domine et qui contrôle le capital, et puis la deuxième, c'est la lutte contre nous-mêmes, contre une partie du prolétariat qui est aliénée, mais qui, d'une certaine façon, nous traverse tous. De ce point de vue, je trouve que voilà, l'écoute de Debord peut être un peu rude, mais elle est à mon avis totalement nécessaire. On en arrive à la dernière partie sur les lignes de fuite, et c'est-à-dire sur le dépassement. Vous insistez sur un point qui est très important. Il n'existe pas de solution interne aux capitalistes, et en même temps, il n'est pas non plus possible d'attendre un effondrement automatique du système. On l'a vu la semaine dernière. Alors, en même temps, vous le dites aussi très clairement, il serait complètement illusoire d'imaginer dès aujourd'hui une société qui serait parfaitement dessinée, qui remplacerait le capitalisme. En gros, on doit renverser quelque chose sans avoir véritablement de feuille de route. Mais vous indiquez quand même, vous explorez en tout cas une question, ça serait celle du contrôle de la production et de la définition de ce qui compte réellement pour une société. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, qu'une société se donne elle-même ses propres besoins? Est-ce qu'on risque pas, finalement, de basculer dans quelque chose un peu autoritaire? Moi, je serais tenté de vous dire que c'est exactement le contraire. Dans le capitalisme, les besoins sont donc définis, comme on l'a dit au cours des 2 épisodes, par le capital. C'est-à-dire par les intérêts de ceux qui détiennent le capital. Quand on dit le capital, il y a forcément des gens derrière, évidemment. Et même si eux-mêmes sont les jouets de cette logique du capital, ils sont actifs. Donc là, c'est au mieux une minorité, au pire une abstraction qui domine et qui détermine les besoins. Et on l'a vu aussi, ces besoins-là, elles ne correspondent pas en fait, et c'est bien là la crise anthropologique, elles ne correspondent pas aux besoins réels de la société et de l'individu. Dans d'autres formes d'organisation sociale, d'organisation sociale précédente, c'était souvent une minorité politique qui déterminait ces besoins et qui organisait la société en fonction de ses besoins à eux. Besoin de guerre, besoin d'accumulation de richesses mortes en quelque sorte, de luxe, etc. Bon, avoir une société où les membres de cette société définissent ensemble leurs besoins, ça me semble absolument l'inverse d'une société autoritaire. C'est au contraire une société pleinement démocratique, c'est-à-dire c'est une société où la démocratie touche ce à quoi la démocratie libérale refuse toujours de toucher, qui est l'organisation économique et sociale. Et donc c'est d'une certaine façon, c'est pour ça que j'estime que le point de bascule, c'est le contrôle de la production. Mais le contrôle de la production, c'est pas au sens où on a pu le faire en Union soviétique ou même pendant les 30 Glorieuses, pendant la planification gaulliste ou les nationalisations de François Mitterrand. Le contrôle de la production, c'est le contrôle de la production par les gens qui produisent eux-mêmes. Quand les gens qui produisent contrôlent leur production, la première question qu'ils vont se poser, c'est pourquoi je vais produire. Après, la deuxième, c'est comment je vais produire. Ces 2 questions-là, elles induisent immédiatement 2 actes qui ne peuvent pas régler eux en tant que producteurs purs, qui est l'acte des besoins sociaux. Pourquoi je produis? Pour les besoins sociaux. Et ça, effectivement, il faut le définir collectivement. Mais je peux le faire parce que, puisque j'ai le contrôle de la production, je ne suis plus soumis aux besoins de l'accumulation. Et donc, je peux faire ce dont on parlait la semaine dernière. C'est-à-dire, j'estime que mon rôle, le but de la société, c'est de remplir un certain nombre de besoins. Et une fois que ces besoins sont remplis, on produit pas plus, on s'arrête là. Et puis, la deuxième contrainte, c'est la contrainte comment je produis, les conditions de travail, et puis
puis la question du lien avec la nature. Et ça suppose évidemment de le faire de façon rationnelle et pas seulement d'une façon qui convient le mieux à cette logique d'accumulation. Alors, il y a un point sur lequel je vous ai trouvé un peu dur, et je voudrais qu'on y revienne. C'est sur la question des ZAD, des zones à défendre. Je pense à Notre-Dame-des-Landes, à Sivins, etc. Dans lesquelles, en fait, il s'agit... je pense que le capitalisme, le grand problème du capitalisme, c'est qu'il n'y a pas de dehors. C'est-à-dire que les zones dans lesquelles on cherche à expérimenter d'autres formes de vie qui, justement, échapperaient à la logique de l'accumulation, font l'objet immédiatement d'une répression, d'une fermeture, d'une tentative de récupération, etc. Et vous dites, en fait, que ces initiatives, elles rappellent un peu les colonies utopiques du 19e siècle qui ont montré leurs limites. Alors, moi, je voudrais que vous reveniez sur les limites des ZAD, finalement. En fait, on en a un peu parlé la semaine dernière. C'est un peu aussi l'objection que j'ai vis-à-vis de la vision de David Harvey, de faire ces arrêts de la production capitaliste de façon un peu de cet en dehors. Moi, encore une fois, je suis un peu sévère là dans le texte parce que ce que j'essaye de montrer, c'est en fait qu'il y a un moment où il faut s'attaquer au cœur du système et que donc les marges, c'est évidemment nécessaire. Et encore une fois, je le redis, je l'ai dit la semaine dernière et je le redis volontiers cette fois. C'est-à-dire, ces expériences-là, elles sont importantes et peut-être j'aurais dû le dire davantage. Elles sont importantes parce qu'elles peuvent montrer, lorsque ça fonctionne, qu'il existe une vie en dehors du capitalisme, que l'on peut s'organiser en dehors du capitalisme. Mais elles sont toujours intégrées malgré elles dans le système parce que il faut acheter des choses, il faut voilà. Et pour, d'une certaine façon, que on règle le problème à trois corps, encore une fois, il faut s'attaquer au centre. Et donc, s'attaquer au centre, ça suppose d'avoir cette accélération, on va dire, au niveau macro, en quelque sorte. Peut-être que c'est... Encore une fois, moi, je fais la leçon absolument à personne. Cette dernière partie, c'est pour moi une réflexion très modeste sur comment on peut essayer de régler une fois qu'on est conscient de ce piège dans lequel on est avec le capitalisme. Donc, peut-être que les ZAD permettent, en quelque sorte, d'ouvrir une conscience qui, à un moment, vient attaquer le centre. Moi, je vois... Pourquoi pas ? Je pense qu'on ne peut pas se replier sur des zones qui seraient hors du capitalisme et qui le sont que partiellement, en pensant que c'est ça qui va faire basculer le système. Mais on pourrait dire que justement c'est une façon de déborder le centre et que le problème peut-être des ZAD c'est qu'elles sont pas assez nombreuses. C'est-à-dire que oui, je suis bien d'accord avec vous, s'il y a 3 ZAD, c'est pas suffisant, mais s'il y a des milliers de ZAD un peu partout, effectivement c'est le centre qui est complètement débordé. Mais pourquoi pas dans ce cas, de toute façon, on va se poser une question très simple qui sera celle des biens et services nécessaires au fonctionnement des ZAD et qu'il faudra en fait trouver en dehors du système capitaliste. Encore une fois, le capitalisme, c'est le monde de l'économie. Donc, à un moment, il faut s'attaquer à cette question-là. Les limites, moi, de ce type d'expérience me semblent être aussi le fait que, je vais le dire de façon un peu rude, mais encore une fois, je veux pas donner de leçons parce que moi, j'ai beaucoup de sympathie et d'admiration pour les gens qui font ça et j'ai pas je vais pas donner de leçons, je suis pas meilleur que qui que ce soit, mais voilà, on est obligé à un moment d'acheter des choses dans le magasin d'à côté qui les achète lui-même dans des trucs, qui sont fabriqués dans le cadre du capitalisme contemporain. Donc, attaquer le centre, en quelque sorte, c'est pas uniquement multiplier les ZAD, c'est qu'à un moment, dans ces ZAD-là, on prenne aussi le contrôle de la production. C'est-à-dire qu'on se mette à produire des choses. Et là, évidemment, il y a un vrai problème, parce qu'on comprend bien qu'est-ce que ça veut dire produire des choses, à quel niveau, etc. Et c'est pour ça que là, il y a un saut qualitatif qui est important et qui suppose, en fait, encore une fois, qu'il y ait un mouvement anthropologique plus fort dans l'ensemble de la société. Mais encore une fois, peut-être, et vous avez peut-être raison, que les ZAD participent à ce mouvement-là. À mon avis, on ne peut pas attaquer le centre si on ne répond pas à cette question de savoir comment on produit. Et bon, avec tout le respect que j'ai pour les ZAD ne posent pas cette question-là aujourd'hui. Bon, et on continuera cette réflexion probablement à un autre moment. Alors, c'est une question qui est classique chez nous à Craquer l'époque, c'est ce que l'on va faire demain, c'est-à-dire au sens comment vous pensez la continuité de votre travail, ce que vous cherchez à continuer à faire. Je sais pas. Non, moi j'ai fait ce livre précisément parce que il me semble que on est dans une logique où on se raconte un peu tous des histoires. Et là encore, je trouve que c'est pour ça que Debord a ce côté très sain de le relire aujourd'hui. C'est aussi
se prendre une claque vis-à-vis de notre mode de vie et de la façon dont on a le rapport qu'on a à la réalité capitaliste. Tout bêtement, on a cette impression qu'on a des politiques qui nous racontent qu'ils vont trouver la solution, qu'ils ont la clé, qu'ils vont ouvrir la porte et que tout va bien se passer. Puis quand ils ouvrent la porte, en fait, on se retrouve devant un mur et celui qui va ouvrir la porte à côté va faire la même chose. Et en fait, progressivement, on s'enfonce dans quelque chose qui devient de plus en plus inquiétant. Et j'ai l'impression qu'on est un peu comme des somnambules en quelque sorte, pour reprendre quelque chose qui est un peu éculé, mais qui pour moi me semble assez parlant. C'est voilà, on va vers le désastre et en quelque sorte on l'accompagne. Donc moi, l'idée que j'avais en écrivant ce livre, c'est de dire, essayons de chercher d'où vient l'origine de nos problèmes et essayons de trouver ensemble des solutions. Donc d'apporter en quelque sorte à la discussion qu'il y a autour des questions d'émancipation aujourd'hui un regard un peu nouveau, pas forcément nouveau parce que en fait j'utilise des penseurs qui sont un peu ancien, mais en tout cas un regard qui permet de modifier un peu la façon dont on va discuter notre monde et la contestation de notre monde. Donc maintenant, moi, je suis heureux que les gens puissent s'en saisir, le discuter, le contredire, et trouver et faire avancer les choses. Après, à mon niveau, moi, je vais continuer à écrire des articles, peut-être d'autres livres, on verra, je sais pas. Pour le moment, j'ai pas d'idée, mais peut-être ça va venir. Voilà, mais évidemment à un niveau très modeste. Et encore une fois, je pense que c'est aussi important de le faire avec cette idée que on est tous dedans et que l'enjeu c'est de faire ce pas de côté, mais que voilà, il y a personne qui aujourd'hui est mieux que quelqu'un d'autre, qui est moins aliéné ou moins exploité qu'un autre. En fait, on est tous dedans et c'est aussi pour ça que l'enjeu est collectif. Romaric Gaudin, merci beaucoup. On arrive au terme de notre épisode. Je recommande vivement ce livre, Le problème à trois corps du capitalisme, aux éditions Découverte. C'était vraiment passionnant. Merci pour cet échange. Merci beaucoup. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio, en partenariat avec Collatéral, la Gaieté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.